celui qui nous fait croire, ou celle qui nous fait croire qu'elle n'a pas peur, qu'elle est insensible, ça va jamais le faire. On ne le prendra pas. Parce que d'abord, ça va craquer quelque part. Et si tu penses justement que tu es imperméable et que tu es fort et que c'est là où tu exploses. 1, 2, 3, 4. La petite voix, la petite voix. Est-ce que vous avez déjà écouté votre petite voix ? Cette intuition qui souffle ce qu'on n'ose pas toujours entendre. Celle qui pourrait, peut-être, tout changer. Je m'appelle Herveline et comme vous, j'essaye, pas toujours avec succès, de suivre cette boussole intérieure. C'est pour ça que j'ai créé La Petite Voix, un podcast où des femmes et des hommes partagent avec émotion, parfois même avec humour, ces moments où la vie bascule et où tout devient possible. Chaque épisode explore des histoires de nouveaux départs. Une séparation libératrice, une reconversion audacieuse, un burn-out surmonté ou une maladie qui révèle une force insoupçonnée. Autant d'histoires de doute, de peur, mais aussi de courage et de transformation. Chaque mardi, je vous invite à découvrir ces conversations intimes, sans filtre. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix, le podcast. C'est parti ! C'est l'histoire d'un médecin, mais pas n'importe lequel. Un médecin du raid qui soigne au cœur du chaos. Là où tout est prévu, où chaque geste est répété, où les process sont millimétrés. Et pourtant, même là, dans cet univers où rien n'est laissé au hasard, la petite voix trouve sa place. Elle s'impose même parfois comme une évidence. Aujourd'hui, je reçois Mathieu. Il était médecin du raid lors de l'assaut contre Mohamed Merah en 2013. C'est précisément après cet événement qu'il va écouter sa petite voix. Celle qui lui souffle qu'il faut penser autrement, qu'il faut se préparer à l'impensable. Cette intuition va ouvrir une brèche, nourrir une réflexion, faire évoluer des pratiques. Et lorsque l'impensable surviendra, un soir de novembre 2015 au Bataclan, cette préparation-là prendra tout son sens. Bienvenue dans un épisode intense, dur et bouleversant d'humanité. Aujourd'hui avec Mathieu, nous allons parler de cette intuition surgie après 30 heures d'attente avant l'assaut, de regards échangés dans la nuit où tout se joue sans un mot, et d'un petit déjeuner pris en famille comme si de rien n'était, après une nuit d'horreur et d'action. Attention, dans cet épisode, nous évoquons des scènes d'attentats et de violence qui peuvent être difficiles à entendre. Prenez soin de vous pendant l'écoute. Bonjour Mathieu, bienvenue dans La Petite Voix. Et bonjour Herveline. Comment vas-tu ? Très bien. Bon, je suis ravie de te recevoir. On se retrouve en fait là à enregistrer un certain 21 mars. Sauf qu'aujourd'hui, on est en 2025. Mais si je te replonge 13 années en arrière, tu étais dans un contexte bien moins confortable que celui d'aujourd'hui. Tu vas nous en parler. À l'époque, tu étais médecin du RAID. Juste pour remettre un peu de contexte, le RAID, c'est une unité d'élite de la police qui intervient dans les situations extrêmes. Est-ce que c'est une bonne manière de Alors, si tu enlèves élite, c'est une bonne manière. Parce que j'aime pas c'est pas les vocabulaires que j'utilise. Okay. Donc, c'est l'unité d'intervention de la police nationale qui intervient justement dans des situations de crise. Eh ben, on va en parler justement de cette crise-là où tu étais il y a 13 ans, jour pour jour. Il s'agissait de l'assaut et de la préparation de l'assaut contre Mohamed Merah. Est-ce que tu peux nous redonner un petit peu le contexte ?
Mohamed Merah, qui avait les jours précédents commis plusieurs attaques contre des militaires et dans une école juive. Oui. Je ne vais pas revenir sur tout ça. Et donc le raid vient en assistance des services enquêteurs, des services de contre-terrorisme pour l'interpeller ou pour le neutraliser. Donc ça, c'est ce qu'on sait faire et on s'entraîne évidemment pour ça. Ce qui a été pour nous une date marquante, c'est que c'était un changement d'air dans ce qu'allait devenir le terrorisme tel qu'on le connaissait. Moi, par exemple, à titre individuel, en tant que médecin, ça m'a permis de prendre conscience de pas mal de choses ces jours-là. C'est cet événement-là de l'assaut de Mohamed Merah et les 30 heures avant l'assaut. C'est ça qui va, à un moment donné, éveiller ta petite voix. On va y revenir plus tard, mais moi, j'aimerais comprendre ce qui se passe dans la tête du médecin du raid. Ça, en fait, c'est ce qu'on sait faire. C'est-à-dire que le médecin du raid est sélectionné, entraîné, formé pour intervenir en assistance, donc intégré aux équipes du raid, et pour s'occuper des blessés pendant des assauts, des prises d'otages, l'interpellation de forcenés. Donc là, pendant les 30 heures, on se coordonne, on crée des circuits d'évacuation s'il y a des blessés, parce qu'on est dans l'anticipation. Et puis, le deuxième assaut, oui, il y a eu des blessés. Il y a eu des blessés parmi les policiers. Mohamed Merah, lui, il a été tué. Il a été neutralisé. Là, on est en train de parler de choses très, très factuelles, mais tu me vois venir. Moi, j'ai envie de comprendre aussi comment on gère ça, même si ça doit faire partie de la préparation, ce côté émotionnel, mais est-ce qu'il y a une forme d'adrénaline ? Et je pense que je ferai pas la même réponse entre 2012 et 2015, c'est-à-dire qu'entre 2012... Je ne vais pas dire que j'étais jeune, parce que j'avais déjà une bonne expérience de mon métier de médecin. Je suis anesthésiste réa, j'ai fait beaucoup de médecine d'urgence. C'est sûr qu'en 2012, au moment du siège et de l'assaut sur Mohamed Merah, c'était vraiment une dimension nouvelle pour moi. Et c'est vrai que il y avait beaucoup plus de sérénité me concernant en 2015 qu'en 2012. Ce qu'on doit faire, après, est-ce qu'on sait le faire ? On s'entraîne pour ça, on est sélectionné pour ça. C'est de savoir capter nos émotions, parce qu'on en a. Faut surtout pas penser qu'on est des robots, le sang froid, là, tout ça, c'est pas le bon terme. On sait justement capter nos émotions. Par contre, ce qu'on sait, c'est très vite, et quand je dis très vite, c'est très, très vite, chasser des émotions qui ne nous serviront à rien, au contraire, qui vont nous polluer, et prendre les bonnes qui vont au contraire nous aider à être très efficaces dans l'action. Ce que je sais par expérience, c'est ce que j'aime faire, c'est prendre de l'émotion pour ensuite être efficace dans l'action. Nous, les sélections, celui qui nous fait croire, ou celle qui nous fait croire qu'elle n'a pas peur, qu'elle est insensible, ça va jamais le faire. On ne le prendra pas. Parce que d'abord, ça va craquer quelque part. Et si tu penses justement que tu es imperméable et que tu es fort et que c'est là où tu exploses. Alors que dire, au contraire, je prends les émotions, je ferai tout pour les maîtriser et pour, au contraire, qu'elles me poussent vers plus de performance, là, c'est vachement intéressant. Tu vois, là, tu es en train de parler des sélections pour intégrer le RAID. Du coup, j'ai envie de parler de toi. Qu'est-ce qui t'y a fait venir ? Je crois que tu y es rentré en 2007. Moi, c'est une personne qui est venue me chercher. Le directeur du RAID, hein, c'est ça ? Ouais, et qui, en fait, c'était une combinaison d'un parcours, d'un profil sportif et avec un profil médical. Mais au moment où on vient te recruter, toi, tu es médecin ? Ah oui, moi, je suis comme tous les médecins que j'ai recrutés. J'étais spécialiste d'anesthésie et réanimation avec un parcours où j'avais fait beaucoup, ce qu'on appelle du préhospitalier, c'est-à-dire SAMU, pompiers, du secours, mais aussi beaucoup de travail à l'hôpital. Si je dis pas de bêtises, toi, quand tu étais gamin, tu avais un rêve qui était de rejoindre la gendarmerie de montagne, c'est ça ? Ouais, alors, j'avais une passion qui était la montagne, et puis depuis petit, je pense que j'avais envie de faire un métier autour du secours, autour de petit, j'ai sûrement voulu être pompier. Ensuite, j'avais vraiment, pendant quelques années, je voulais faire du secours en montagne. Et donc, ma mère m'avait dit, il faut que tu sois officier pour intégrer ensuite la gendarmerie. Et c'est là où s'est terminé ce projet pour se transformer je vais faire médecine. Au début, je voulais faire de l'urgence. Et puis, en faisant des stages et tout, je me suis dit, non, ce qui est plus... Puis à l'époque, c'était pas une spécialité, la médecine d'urgence. Et donc, pour la voie royale pour l'urgence, c'était l'anesthésie-réanimation. Puis plus je pratiquais, plus je trouvais que l'anesthésie était la partie presque plus intéressante sur le plan justement émotionnel, prise de décision.
Les fois où j'ai pris plus de décisions difficiles, rapides, dans de l'incertitude, de l'imprévu, c'était finalement dans un bloc opératoire, même dans des remplacements ou dans le privé, où tu es seul. Et là, c'est très engageant. Je reviens à... donc, t'es médecin, urgentiste, anesthésiste, et puis on vient toquer à ta porte et on te dit « Mathieu, on aimerait t'avoir avec nous pour le RAID ». Est-ce qu'il y a comme une évidence, parce que ça rejoint un peu ton rêve de gamin, ou est-ce que ça ne l'est pas, c'est pas aussi simple que ça ? C'est pas aussi simple que ça, parce que oui, c'était peut-être un rêve d'enfant, mais justement, faut surtout pas se précipiter. Moi, dans les recrues, dans les médecins que j'ai été chercher, ceux qui se précipitaient, finalement, c'était jamais les bons candidats. Et je voulais d'abord prendre le temps, le partager aussi avec ma femme. Alors, mes enfants étaient trop petits, donc c'était un petit peu difficile de leur demander leur avis. Donc j'ai pris quelques mois, ouais. Quelle incidence intégrer le RAID, ça a sur une vie de famille, hein ? Je me rendais pas compte à l'époque. En 2007, 2008, c'était calme. Je pense que je me rendais pas compte de ce qui allait nous arriver par la suite. Il y avait une dimension presque inconsciente. Est-ce que c'est bien pour... Voilà, est-ce que c'est un choix intelligent, raisonné, qui me correspond ? Est-ce que je peux leur apporter quelque chose ? Est-ce que je serai à ma place ? Enfin, tout ça, il faut du temps. À l'époque où toi, en 2016, t'es approché, est-ce que cette notion-là de dangerosité, en fait... Je pense que la notion de dangerosité entre 2007, 2008 et 2015, 2016 et après, elle n'est pas la même. Tu le dis d'ailleurs, tu es aussi rentré au RAID pour ce côté collectif, quoi. Parce que moi, c'est une vie de groupe. Ta vie dépend presque aussi de tes collègues, là. Oui, mais moi, ce qui m'a intéressé quand on me l'a proposé et que j'ai pris le temps de réfléchir, c'est l'aventure humaine qui m'a intéressé sur le plan médical. L'exercice de mon métier est plus intéressant quand je travaille à Bourg-Saint-Maurice à l'hôpital, tu vois. Je suis plus utile comme médecin parce que je vais soigner 15 patients, enfin je vais opérer, voilà. Alors que au RAID, dans 99% des cas, on va s'entraîner, on va simuler des blessés et tout ça, mais il va rien se passer. Parce que d'abord, Et heureusement, j'ai envie de te dire, finalement, c'est bon signe. C'est parce que c'est un service ultra professionnel et de très très haut niveau. L'immense majorité des interventions se passent très très bien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est important que tous les médecins continuent à travailler en parallèle dans des services hospitaliers ou préhospitaliers pour continuer aussi à exercer en tant que médecin. Donc à l'époque où tu intègres le RAID, tu continues ton c'est une job. Obligation. Ah, ok. On a des systèmes d'astreinte, de garde, il y a différents... Bon, on va pas... c'est ça, mais c'est absolument indispensable. La vraie force au RAID, c'était qu'on on avait les deux pieds bien ancrés, l'un au RAID et l'autre à l'hôpital. Et donc, d'un côté, on s'entraîne pour le lien, pour maîtriser tout un tas de process qui sont pas liés à notre exercice de médecin, mais à la maîtrise d'un environnement qui est particulier, à une équipe très, très particulière, à une hiérarchie. Et de l'autre côté, on continue à travailler en tant que médecin, à gérer des blessés qui ont mal, des blessés graves, des blessés qui saignent, et heureusement, parce que sinon, c'est dramatique. On en parlera peut-être tout à l'heure, c'est-à-dire que pour décider dans ces moments-là, tu as besoin en permanence d'entretenir ton expertise. Revenons, si tu veux bien, à Mohamed Merah, à ce que vous vivez là, avec l'assaut, etc. Je pense que c'est peu de temps après ce moment-là que tu vas entendre, pour revenir au titre du podcast, ta petite voix, et que tu vas avoir une intuition, même si on va reparler de ce mot-là, et qui va te mettre sur une voie un peu nouvelle. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? À cette période-là, d'abord, je le vis vraiment de l'intérieur. Donc je ressens les émotions, j'analyse aussi mieux la situation et ce qu'on a vécu. Et donc ensuite, quand on rentre, d'abord, je prends la direction des médecins. Je me dis que ce qu'on a vécu, si on regarde nos process, nos objectifs, je me dis, il nous manque un truc.
Si on fait très simple, il y a à l'intérieur du danger, c'est nous, le RAID, et donc les médecins du RAID, et à l'extérieur du danger, les secours, les pompiers. Okay. Sauf que ce que je me rends compte pendant la préparation de l'assaut, où on fait cette coordination, c'est que finalement, la zone, elle peut être beaucoup plus importante que ce que je pouvais imaginer. Donc, si on a un blessé hémorragique qui demande d'être très vite à l'hôpital ou au bloc opératoire, parce que l'avantage, c'est que je connais toute la chaîne. Et je me dis, attention, parce que si nous, déjà, pour le sortir de la zone rouge, c'est très long, derrière, ça va être long, il va arriver trop tard. Et donc, à ce moment-là, on se met à réfléchir avec les autres médecins, avec la direction du RAID, en disant, mais il faut réduire au maximum ce temps-là, tout en respectant les zones de sécurité, qui seront grandes parce que le terrorisme évolue. À ce moment-là, on regarde aussi ce qui existe en France, en médecine de catastrophe, chez les militaires, à l'étranger. Et là, on voit d'abord qu'on va sur ce qu'on va appeler les tueries de masse. Et est-ce qu'on a les outils ? Et où est-ce qu'il existe des outils ? Et là, honnêtement, il n'y avait pas grand-chose. Dans la phase stratégique, je suis persuadé que là, il y a une intuition qui va permettre d'être convaincu d'une vision. Je lis intuition et vision stratégique. Et donc, après tout le travail qu'on a fait, c'est de faire évoluer notre vision, donc notre stratégie, et puis donc ensuite adapter nos process. Donc, tu as été entendu en partie. D'autres personnes ont été assez dubitatives. Au début, c'est le problème de l'intuition, c'est qu'au début, si tu dis, oh tiens les gars, j'ai une idée, on va te dire, mais attends, ça va bien, on a déjà assez à faire, qu'est-ce que tu viens nous emmerder ? Mais j'ai eu, de la part de mes collègues, au début, je voyais bien des doutes, parce qu'il y a plein de choses qu'on changé, la manière de se coordonner, la manière le triage, on a réfléchi différemment, tout ça. Et donc, au début, tu as tes doutes, et si tu veux partager ton intuition ou ta stratégie, il faut tout transformer. En fait, l'intuition, c'est bien, mais tu dois ensuite la traduire ou la convertir en autre chose, parce que il faut arriver à ce que ce soit partagé en tout cas au sein des médecins qui m'entouraient, c'était sûr, et puis au sein des opérateurs, du commandement, de tout ça. Et en fait, tout se faisait en même temps, parce que il y avait aussi une prise de conscience de l'ensemble du RAID, que le terrorisme évoluait, que ce qu'on avait vécu avec Mera nous servait d'enseignement sur la négo, sur tout un tas de choses. Et c'est ce qui a permis, en 3 ans, de vraiment s'entraîner pour ce qui allait arriver, malheureusement. Oui, voilà. Donc là, évidemment, vous ne savez pas pourquoi. C'est le principe de ce que vous faites au RAID, en fait. On ne sait pas pourquoi on se prépare, mais en tout cas, on s'y prépare. Et là, en fait... J'ai une autre phrase, parce que c'est un peu la phrase quand le téléphone sonne le 13 novembre. Je dis, je ne sais pas ce qui nous attend, mais je sais qu'on est parfaitement prêt. On a fait le maximum pour être prêt. Et là, c'est très exigeant, c'est là où il faut être honnête. Par contre, c'est très clair, on va en prendre plein la figure. On va dans l'inconnu total. Et on l'accepte sur les émotions, on l'accepte aussi sur les process qu'on va devoir transformer, tout un tas de choses. Voilà, ça fait partie aussi de notre manière. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup appris au RAID. Comparé à l'hôpital, j'ai appris cette grande agilité, à la fois procédurale, technique, humaine, organisationnelle, et qui est déterminante dans des situations aussi dramatiques. Le 13 novembre, tu reçois une alerte le plus simple possible qui te dit attentat sur Paris, alerte générale. Retour service. Parce que tu étais où, toi, à l'instant T ? J'étais dans un concert à Boulogne, pas loin. Ça, le message, toi, tu comprends tout de suite que ça y est ? Pour nous, on est dans la normalité. C'est un message qu'on a déjà eu déjà, puis on s'est entraîné suffisamment. Ça ne crée à ce moment-là pas de désordre émotionnel, ni dans un sens ni dans l'autre. Là, je me souviens très bien, j'ai pas de décharge d'adrénaline à ce moment-là, ni d'inquiétude particulière. Et donc je dis à mon ex-femme, je lui dis, écoute, il y a des attentats à Paris, je retourne au quartier général. Si je l'avais, parce que le stress ou l'adrénaline, c'est une mauvaise adaptation de la réponse au stress. Si je lui avais transmis une mauvaise maîtrise personnelle, elle serait rentrée, elle aurait allumé BFM, elle aurait passé une nuit d'enfer. Probablement que la manière de lui dire plus son intelligence à elle, elle s'est couchée, terminée. Et je suis arrivé le lendemain matin, elle savait même pas.
Le petit déjeuner du matin, il est lunaire. Les enfants, donc les 3 enfants et mon ex-femme, cool, voilà, samedi matin. Un samedi matin comme un autre. Et moi, je suis rentré dans ce jeu-là. Ils avaient 1000 fois raison. Parce qu'on va y revenir, mais en gros, toi, tu viens de passer la nuit au Bataclan et tu rentres chez toi et tu t'installes au petit déjeuner avec ta petite famille. Alors, je me suis dit, bon, ils vont peut-être... Je sais pas ce que je me suis dit. Je me dis, je vais leur amener des croissants. J'attends, j'arrive à 7h chez moi et eux, mais comme si de rien n'était. Et c'était génial. Pour moi, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Parce qu'on va y revenir. Donc là, tu as l'alerte, tu préviens ta femme, tu y vas. À quel moment vous prenez l'ampleur de ce qui est en train d'arriver? Donc là, on vous envoie au Bataclan direct? Non, alors là, on passe par le quartier général. Là, on est dans la routine. Ça, on le fait des centaines de fois. Donc mais à quelle occasion on le fait à des centaines de fois? Dès qu'on est appelé pour des interventions. On n'a pas toutes les interventions. C'est heureusement pas de l'intensité du Bataclan. Okay. On est dans une forme de routine. Et c'est là où il faut être moi, j'appelle ça le temps calme ou le temps de la page blanche, pour citer Patrick Lagadec. C'est un temps où il faut au contraire se ressourcer et pas se précipiter. L'enjeu et l'action, elle viendra plus tard. Et donc tout ce temps-là, qui est un temps qui peut être long, il ne faut pas se faire parasiter par des stresseurs internes qu'on va s'inventer. Et malheureusement, on est un peu programmé comme ça, c'est-à-dire qu'on va vouloir le téléphone portable. Mais ouais, c'est ce que j'allais dire. Quand on part, on nous dit, on fait 2 équipes, passons. Je dis, on va partir avec toi et toi, et les 2 autres médecins vont partir sur l'autre équipe qui ira près des terrasses, mais ils feront rien. Ils s'occuperont pas de blessés. Okay. Et donc là, peut-être aussi autre intuition. Pourquoi j'y vais moi avec le médecin que je savais le plus costaud? Ça, c'est peut-être une autre intuition. En tout cas, c'est un choix qu'on fait. Et là, le trajet, il y a 20 minutes à peu près avant d'arriver Et là, on sait qu'il y a des terroristes, on sait qu'ils sont plusieurs, on sait qu'il y a des blessés et des morts, c'est tout ce qu'on sait. Mais quand même, là, vous commencez à prendre la mesure de ce qui est en train d'arriver, non? Oui, mais vous savez que c'est dans un concert, je peux te garantir etc. que là, l'erreur, ça aurait été de commencer à téléphoner. Ah bien sûr. Je crois qu'on a mis la musique à la radio, qu'on n'a pas écouté. Si je suis honnête avec toi, on était en train quand même et l'un et l'autre, de se préparer, de visualiser. Mais on n'essaye pas de se faire polluer par tout un tas de stresseurs dont on sait qu'ils vont être terribles. Vous commencez déjà à échanger un peu, tous les deux, sur une stratégie, ou c'est très calme, c'est très silencieux? Je crois qu'on se parlait peu ou pas. Question bête, mais est-ce que ce temps-là, comme tu dis, de page blanche et de calme, il fait partie de la préparation? Non, mais ça, c'est tu vois, c'est pas quelque chose qu'on se dit, c'est pas quelque chose il n'y a pas une méthodo, il n'y a pas d'entraînement spécifique là-dessus, mais en échangeant aussi bien en faisant du sport tous ensemble que à travers d'autres expériences, de notre parcours aussi de médecin, c'est ce qu'on a appris. Et inconsciemment, on sait à quel point ça peut être important. En tout cas, on sait inconsciemment à quel point l'inverse peut être préjudiciable. C'est ça. Et ce que j'entends, c'est que c'est comme un moment de ressources avant d'y aller. Parce que là, vous arrivez... Maintenant que j'ai vécu tout ça et tout ça, j'en suis, tu vois, dans mon exercice quotidien de médecin, maintenant j'en suis intimement convaincu. Et que ça va participer à l'efficacité sur place, quand là, pour le coup, vous êtes dans l'action. Évidemment. Et là, la prise de conscience, je me souviens très très bien, quand on descend des véhicules, on est sur le boulevard Voltaire, on a en visuel le Bataclan. D'abord, on se regarde entre nous, et ça, c'est une vraie symbolique. Moi, je l'ai toujours remarqué, sur des interventions où il y a une vraie intensité, voilà, on sentait qu'il y avait un truc vraiment plus complexe que d'habitude, plus dangereux. Les regards sont plus les mêmes. Et le regard, c'est le lien de confiance. Je peux même dire qui j'ai regardé à quel moment. Et donc, moi, je vois les corps partout. Il y avait un bus. Déjà. Puis il y a 2 policiers qui nous hurlent « Planquez-vous, ça tire ». Mais on vient pour ça. Le raid vient parce que justement, c'est une situation de crise. Non, il n'est pas question de se planquer. Mais par rapport aux émotions, là, je sais très très bien que... Mais j'ai une phrase qui m'a traversé inconsciemment. Hein. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fout là? Mais je me suis certain, et je suis sûr que les autres aussi, qu'est-ce qu'on fout là? En fait, ça, c'est quoi? C'est l'expression de ma peur. Donc ça veut dire que je suis pas nul. Comme tout le monde, j'ai des peurs. Et là, j'ai peur. Sauf que derrière,
dans les secondes qui suivent, bah, tu as une phrase qui vient remplacer la première, c'est « mais je sais très bien ce qu'on fait là ». Et là, tu as fait un check, nous avons fait, je suis au raid, je suis pas en train de me balader, je me suis entraîné, je suis médecin, je suis formé, voilà, c'est trop tard, hein, si tu maîtrises pas les process, c'est trop tard. Et puis l'humain, est-ce que j'ai confiance en moi ? Tu respires un bon coup, oui, non, et là, faut pas tricher, et terminé. Et après, t'es passé à autre chose. Et là, après, alors, je déteste, t'es pas dans un automatisme, mais t'es concentré à 400% sur, moi, l'objectif, je le connaissais par cœur, on l'avait travaillé depuis 3 ans. Donc là, il n'y a pas d'impro. Hein. Mais là, il fallait sortir un maximum de blessés. Tous. Et au plus là, vite... l'objectif, il est très simple. Pour moi, à ce moment-là, on va tout faire pour sortir tous les gens vivants le plus vite possible. Et donc après, il n'y a plus de place pour les mauvaises émotions. Il y a juste l'émotion qui te booste pour ensuite décider et agir. Et puis nous, des blessés, que ce soit l'autre médecin ou moi, on en a vu plein. On n'est pas surpris. Je pense je me souviens de la tête de certains policiers, je ne donnerai pas leur nom. Ils n'avaient jamais imaginé autant de blessés, aussi graves. C'est pas leur monde, c'est pas leur univers. C'est plus, même si on n'avait jamais vécu ça, mais c'était quand même, on avait plus de repères et ce qui est une vraie aide émotionnelle. Ce que j'entends, c'est que là, vous allez rentrer dans un mode automatique, pas péjoratif, mais en fait, il faut être dans l'action. Là, il n'y a plus de place à l'intuition. D'ailleurs, tu le dis. C'est pas le moment de se dire que me raconte ma petite voix. C'est plus le moment. Mais elle me guide quand même. Hein. Évidemment que tu as une petite voix qui... on en reparlera peut-être après, si tu veux, parce que tu as besoin d'avoir confiance en toi. Parlons-en maintenant, c'est intéressant. Tu as l'objectif, tu as plein d'actions à mener, tellement que voilà, il faut prioriser. Et c'est aussi notre rôle, ça va être prioriser. Mais on est plein d'émotions. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on n'a pas chassé, on n'est pas tout d'un coup un robot inhumain. Ça, c'est faux. On est dans l'analyse, on est dans la maîtrise technique de nos process et de notre métier. Donc, c'est ce qu'on sait faire. Moi, ce que ça m'a révélé, c'est que on peut te dire tout ce que tu veux sur le cerveau, le langage du cerveau, le truc. Pour moi, tout ça, c'était mélangé. Bien sûr. Et c'est en permanence des émotions qui viennent te stimuler, mais vraiment dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que mettre de côté ce que tu sais que dangereux émotionnellement, et ça, en tant que médecin, on sait le faire. Par contre, prendre les bonnes émotions pour déjà les communiquer, pour rassurer. Notre rôle, il était beaucoup, en dehors des gestes, la partie technique de notre métier, on l'avait visualisé, on savait le faire, on s'était entraîné, et ça, c'était relativement simple. Prendre les blessés les plus graves, c'était le plus simple. Prendre les victimes qui étaient en état de choc, c'était le plus compliqué. Et demander aux policiers de la BAC, du commissariat, de nous aider, c'était aussi très compliqué. Il y a nos émotions, mais il y a les leurs. Et oui, et eux-mêmes étaient dépassés, et c'est ça. Le problème, c'est que là, comment on intervient dans ces moments-là ? Mais c'est quelque chose que j'avais déjà fait à une autre intensité à l'hôpital. Oui. Le métier de médecin, anesthésiste, réa, c'est pas un scoop, mais il y a quand même 90% des gens qui se font opérer qui sont pas à la fête. Voilà. C'est clair, oui, qui ont besoin d'être rassurés. Et c'est notre rôle. Absolument. C'est presque 90% de mon métier. Sauf que, mais je le fais maintenant, je suis plus le même anesthésiste maintenant que j'étais avant. C'est-à-dire que je crois que, en particulier dans des moments comme ça assez très durs, avec des émotions très dures qui peuvent être très très impactantes, parce que il faut agir, il faut être efficace. Moi, je dis souvent que c'est la différence entre le chef. Moi, j'étais plus chef de rien du tout. J'étais un médecin et les autres médecins, on devait être des leaders. Et c'est pour ça que maintenant, le recrutement des médecins, moi, j'accordais beaucoup d'importance à cette capacité à prendre du lead. Mais qu'est-ce que ça veut dire le lead ? C'est pas, tiens, regarde sur l'organigramme, c'est moi le leader là. C'est un collectif qui est pas bien. Et le leader, c'est celui qui va lui permettre de sortir du pas bien et le rendre dynamique, d'aller vers des actions, de passer de l'émotion à l'action, tout ce qu'on a dit. Et je crois, alors là, en tout cas, c'est ce que j'ai moi appris, c'est que à ce moment-là, ce que j'aime, c'est utiliser les deux mains. Pour moi, le leader, face aux émotions, il doit utiliser deux mains. Et une main, c'est l'empathie, et l'autre, la détermination. Ouais. Et il faut les deux. Et à un même niveau d'expression,
d'intensité. Et plus tu vas avoir des émotions fortes, il faudra surtout pas hésiter à lever haut les mains. Et l'empathie, le problème, c'est que l'empathie, alors là aussi, tout le monde en parle. Moi, je vais te donner ma version, c'est-à-dire que c'est pas me mettre à la place de l'autre, surtout pas. Quelqu'un qui va pas bien, c'est pas de la sympathie qu'on me demande. Moi, on me demande de l'aider. C'est pas en le regardant, en lui disant est-ce que ça va. Dans 5 minutes, c'est moi qui vais pas. C'est ça. Et je t'aurais en plus pas aidé. Or, je suis là pour t'aider, et là, en le cas du présent du Bataclan, t'aider vite. Parce que t'es pas la seule, et on n'a pas de temps à perdre parce que les terroristes sont encore à l'étage et tout peut péter. On va faire vite. Et donc, il faut être très empathique en quelques secondes. C'est un regard, c'est bonjour, c'est regarde-moi. Ça, c'est empathique, c'est un geste. Le non-verbal est top. Et puis après, c'est montrer qu'il n'y a pas de plan B. L'objectif, c'est toi, qui le connais. Enfin, la stratégie, c'est la tienne. Je vais te la partager. Il n'y a pas de place au doute. Et là, tu as besoin de ton intuition, parce que c'est pas si facile que ça. Tu as besoin de nourrir dans l'immédiateté de tes décisions ta confiance en toi. Et peut-être qu'à ce moment-là, une petite part d'intuition qui accompagne l'analyse et la maîtrise des process. C'est-à-dire, sans expertise, sans expérience, c'est pas la peine. Tu m'as demandé, avant qu'on se voit, tu m'as demandé est-ce que dans l'action, dans le déroulé du Bataclan, est-ce que j'avais des intuitions ? Et je t'ai répondu brutalement, non. L'intuition, c'était bien avant, c'était pour plein d'autres choses. Ça. J'aurais dû réfléchir avant de te répondre. Ton intuition, elle t'aide entre ton analyse et tes doutes à ensuite accepter une prise de risque, on est dans l'incertitude. Elle t'accompagne en permanence, cette petite intuition, à nourrir la confiance en soi nécessaire, à ensuite mettre en œuvre des décisions qui sont beaucoup plus quand même analytiques et liées à l'objectif que tu veux atteindre. Ça dure combien de temps ? Vous êtes combien de temps là au Bataclan à aider les blessés, à les évacuer, à les soigner On n'aura jamais combien de blessés on a géré, combien de garrots on a mis, combien de ceci, combien de cela. On a écrit des articles, j'ai écrit un livre. C'est pas d'une fiabilité totale. Et le temps, pareil, pour moi, il s'est arrêté. C'est-à-dire qu'entre le moment où on est rentré, qu'on a analysé la situation, que Jean-Michel Fauvergue et ses adjoints m'ont dit « Ok, feu vert pour organiser l'évacuation », parce que c'était indispensable. Et les différentes phases de l'évacuation, parce qu'il y a eu la fosse et toute la partie de la fosse, puis après il y a eu les étages, le toit. Donc la fosse, ça c'est sûr que ça a été fait avant l'assaut. Ça, je m'en souviens très bien. Oui, parce que c'est ça, il y a plusieurs temps aussi. Quand vous travaillez alors que les terroristes sont encore à l'intérieur... Ça, c'est la fosse. La fosse, c'est toute la partie, toutes les coursives, la scène, l'arrière-scène, les escaliers, tout ça. Ça, on le fait entre le moment où on rentre et probablement 20-25 minutes avant l'assaut. Vous arrivez C'est-à-dire vers que ça quelle met heure ? à peu près 45 minutes. D'abord, on a 2 renforts de médecins de la BRI, un du RAID. On sait que l'assaut... Ok, t'es au courant quand même de ce qui est en train de se passer. On sait que l'assaut se prépare. Donc là, on divise les rôles des médecins. Donc il y en a 2 qui vont soutenir les colonnes d'assaut du RAID et de la BRI. Avec l'autre médecin de la BRI, on va dans les étages, sur le toit, parce que moi, j'ai le retour des opérateurs du RAID qu'il y a plus de 80-100 personnes cachées partout dans les étages. Et il y a dedans quelques blessés, mais heureusement très peu. Et puis surtout, moi je décide de rien. Enfin, je décide de rien. Oui et non, mais je décide pas de la validation globale. Et moi, le chef d'état-major me dit tout le monde sort par les balcons. Et là, je regarde, je lui dis mais par les balcons, le balcon il est à 4 mètres. Hein. Mais parce que l'assaut était toujours pas donné à l'intérieur. Okay. Et donc, c'était hors de question qu'on passe par la porte. Parce qu'il faut quand même penser que tout pouvait exploser. C'est ça, là, vous ne savez pas du tout ce qui peut arriver. Ou les tirs, l'assaut, ils peuvent très mal se passer. Les tirs peuvent reprendre à travers les cloisons. Mais 4 mètres, quand tu as déjà vécu depuis plus d'1 heure l'enfer, c'était pas simple non plus à faire accepter. Et là encore, empathie, détermination et un peu d'humour. Un peu d'humour ? À ce moment-là, oui. Pas dans la fosse, non, jamais. Enfin, ça, c'est sûr. Mais par contre, sur le balcon, on était moins en prise directe avec la menace. Il y avait quand même des cloisons, des murs. Et il fallait sortir par l'air libre. Le balcon, il est à 4 mètres, mais on est... Ça y est, on est Voltaire, on n'est pas dans l'enfer avec tous les... Oui, probablement qu'on s'était un petit peu aussi, nous, relâché un peu en termes d'intensité. Maintenant, il y avait quand même une mission à mener. Et là, moi, je crois beaucoup
Alors quand je dis humour, c'est pas des blagues, hein, on n'est pas des comiques. Ça peut être une très bonne arme pour faire le lien entre ton empathie et ta détermination. Mais alors attention, c'est à manier avec... Mais je parle pas que de moi, je parle aussi je me souviens très bien, Steph et d'autres, des opérateurs qui faisaient ça merveilleusement bien. Parce qu'il fallait convaincre, et quand je dis convaincre, c'est en secondes, des gens qui avaient vécu l'enfer, qui étaient totalement terrorisés, qu'il fallait qu'en plus ils enjambent un balcon et qu'ils descendent de 4 mètres. De 4 mètres sur une petite échelle, aidés par 2 pompiers, mais je me souviens de personnes qui c'était juste pas possible. Ben si, ça va être possible. Et là, comment en quelques secondes vous arrivez à les rassurer et à les guider, c'est là où j'appelle ça du leadership. Et là encore, ben, vous avez aussi besoin de votre petite intuition. Ça vous emmène jusqu'au milieu de la nuit à peu près? Non, ça nous emmène jusqu'à 2h du mat, un truc comme ça à peu près. Parce que je retourne après voir si tout le monde est sorti. Voilà. Je fais 2-3 allers-retours au point de regroupement des victimes, tout ça. Pour nous, c'est terminé. Il doit être plus de 2h du matin, ça c'est sûr. Donc après, on se retrouve vers les véhicules et voilà, nous... eh ben oui. On est vidés. Psychologiquement et physiquement. Et physiquement aussi, oui, parce que c'est extrêmement intense physiquement. C'était d'où après aussi l'importance de la sélection, c'est que je pense que c'était la première fois où on s'est rendu compte à quel point c'était physique. Parce qu'on a 30 kilos d'équipement, donc qu'il faut se déplacer, il faut porter, il faut s'accroupir, faut. Physiquement, pourtant j'étais en forme et l'autre médecin aussi. On était, mais quand je dis rincé, c'était. Puis il y a la fatigue. La plus grande fatigue, elle est psychologique. Qu'est-ce qu'on se dit là avec ses collègues? Eh ben, on se regarde et on se dit qu'on a fait le maximum. Voilà, j'étais vidé avec le sentiment qu'on avait fait. Pour l'instant, on n'est pas encore dans l'analyse. Moi, je savais, je me souviens très bien de sa tête. Je voyais qu'il était vidé, mais avec la tête de quelqu'un qui a donné son maximum, plus que son maximum. Voilà, là-dessus, on n'avait aucun doute. C'est déjà beaucoup. C'est énorme, c'est surtout, et avec l'honnêteté nécessaire. Moi, le seul moment où j'ai versé ma petite larme, ça a été le lendemain matin quand il m'a envoyé un message, donc l'autre médecin. Il m'a envoyé un message en fin de matinée, donc j'avais pris le petit déjeuner. Et le message, c'était merci, on a fait quelque chose que je pensais inimaginable. Et voilà. Il y a un contre-coup après, dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui suivent? Non, il n'y a pas de... Alors d'abord, on a bossé. Le fait de bosser, c'est ce qui te protège aussi. Tu repars sur de l'action. Tu as des émotions qui se mélangent parce que tu as quand même un contre-coup aussi. Tu te dis, on a changé complètement de dimension. Alors déjà, on avait changé après Mera. Là, je me dis, où est-ce qu'on va, quoi? Là, je me dis, est-ce que je vais pas arrêter tout? Je me suis dit, je crois que même le week-end où on a bossé, on nous annonçait des attentats partout. Enfin, oui. Et moi, j'étais jeune papa. Je me dis, mais attends, est-ce que... C'est là où il faut être honnête. Et j'ai répondu, d'ailleurs, je me suis dit non. Mais je me suis posé la question. Là aussi, peut-être l'intuition de se dire, non, t'es pas encore complètement foutu, et t'es honnête avec toi-même. Et donc, t'es honnête avec tes collègues. Et puis, le regard. Et je savais aussi qu'ils avaient confiance en moi. Donc, personne ne trichait. Je trichais pas. Là aussi, c'est sain de se poser la question. Parce que tu vas finir par quitter le RAID. Pas tout de suite. 2 ans après? Ah non, beaucoup plus. Je suis parti fin 2021. Et pas du tout pour ces raisons-là. Et aujourd'hui, Mathieu, qu'est-ce que tu fais comme activité? Je suis médecin, toujours, anesthésiste, dans la montagne, où je suis vachement bien. À Bourg-Saint-Maurice, c'est ça? Exactement. Et puis, donc je m'occupe beaucoup des accidents de ski en ce moment. J'ai monté une boîte et donc je fais beaucoup de conférences et d'accompagnement, d'ateliers auprès de dirigeants, d'équipes, justement pour partager. Moi, je suis pas très dans la théorie, comme tu as pu le constater, mais plus dans le partage d'expériences. Et je suis certain qu'il y a beaucoup de similitudes. Un dirigeant, il vit exactement les mêmes doutes que moi, il a les mêmes décisions à prendre que moi, et il a le même engagement à avoir de son équipe, et donc il y a énormément de parallèles à faire
Moi, je suis juste moyen de faire un pas de côté. Moi, je travaille beaucoup sur la crise. Alors, j'ai travaillé aussi beaucoup à l'hôpital sur la crise. Oui. Je pense qu'il n'y a pas plus de crises. Elles ne sont pas plus graves que ce que nos grands-parents ont vécu. Je pense qu'on a, grosso modo, surtout perdu notre capacité à individuellement et collectivement faire face à ce qu'était la brutalité d'une crise, et que plus ça va, plus on nous assiste, plus on nous... moi je suis naturel très optimiste, et c'est ce que j'essaie de transmettre, mais quand je vois parfois, quand je lis, quand je regarde certains médias et autres, je me dis, mais on fait tout pour rendre les gens totalement perméables aux mauvaises émotions. Donc faire exactement l'inverse de ce que je propose. Mais il faut qu'on s'y mette tous pour montrer que non, faut arrêter de se faire exploser par des émotions qui ne font que nous détruire. Ça, c'est vraiment quelque chose que moi je retiens de notre échange, alors parmi plein d'autres, cette capacité à accueillir en fait l'émotion et surtout pas à la mettre de côté, et qu'en fait le danger, c'est de ne pas l'entendre et de ne pas l'accueillir. Ça fait partie, parmi plein d'autres, mais de ce que j'ai envie de retenir de notre échange. Moi, ce que j'aimerais te demander, c'est qu'est-ce que tu dirais au Mathieu, là, post-Mohamed Merah, qui se dit, là, j'ai envie d'écouter cette petite voix qui me dit qu'il va falloir qu'on se prépare à pire. C'est ce que m'a dit Amaury, qui était le patron, c'est que il m'a dit, mais ton intuition, celui-là. Je lui dirais c'est le rôle du patron, c'est de dire, attends, explique-moi ton intuition, là. Ouais, attends, c'est pas une intuition, maintenant on va la convertir en vrai projet, avec une vraie stratégie, des moyens, mais on oublie ton intuition, là, c'est bien, ça, ok, moi ça me suffit pas, maintenant il faut autre chose. Il faut l'étayer. Et ce que j'entends là, c'est à quel point notre intuition est liée à notre capacité à nous faire confiance à nous-mêmes, en fait, et à s'écouter, à écouter ça, en fait, mais pour ensuite l'étayer. C'est une bonne boussole, mais tu l'as dit, faut faire aussi attention. Et en particulier dans les métiers à haute responsabilité, à haute prise de risque, l'intuition, il y a plein de biais liés à l'intuition. Comment tu traduis ça au niveau du collectif ? Moi, c'est ce qui me guide. Parce que dire, attendez les gars, je le sens bien. Ça ne suffit pas. Ça, voilà. Okay. Il va falloir qu'ils aient une vraie bonne confiance en toi. J'ai envie de terminer avec mes quelques questions rituelles, Mathieu. La première, j'aimerais savoir si toi, tu as justement un rituel, un petit outil pour t'aider. Oui, c'est pas un rituel, c'est le sport. Voilà, moi, je me nourris beaucoup dans le sport, et j'ai aussi beaucoup changé ma manière de pratiquer. J'ai fait beaucoup toute ma vie, ça a été le sport, mais maintenant, suite à tout ça, j'ai un usage et un exercice de mon activité sportive complètement différent de ce que je faisais, où il fallait être... performant. Ouais, mais maintenant je le fais vraiment différemment. Mais ça reste ma boîte. J'aime bien parler de boîte top pour nourrir ma page blanche. C'est le sport. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a guidé dans ton cheminement ? Le Petit Prince, mais bon, mais il me guide depuis tout petit. J'essaye de lire beaucoup. J'aimerais écrire encore. Ça, c'est autre chose. Allez, ma dernière question, Mathieu. Est-ce que tu es heureux ? Ah oui, pleinement. J'ai plein de raisons de l'être. Et ce que j'ai appris de tout ça, c'est que c'était un jour, quelqu'un m'avait dit, bon, c'est bien, t'es costaud. C'était un psychiatre qui m'avait dit, il n'y a aucun problème, t'es pas à risque de burn-out, de psychotrauma, quoi que ce soit, parce que t'es ancré dans le réel, t'es très honnête, trop, mais très. Oui, mais c'est ce qui te protège. Oui. Par contre, il m'avait dit, mais cool, ralentis un peu, prends soin de toi et tout ça. Alors bon, c'est vrai que la période au raid était très très compliquée, parce qu'il y avait une telle intensité dans cette période-là. Mais maintenant, alors par contre, le conseil, je le suis parfaitement. Tu prends soin de toi ? Je prends beaucoup plus soin de moi qu'avant. Ça veut dire qu'on y arrive un jour ? Ça veut dire que j'apprends encore. On apprend toujours, sinon on s'ennuierait. Bien sûr. Merci beaucoup Mathieu pour ton témoignage touchant évidemment, mais inspirant aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yeah, your heart is a sun and it shines as it opens. Where your heart is a sun and it shines. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Le bouche à oreille, c'est magique pour faire découvrir un podcast. Alors envoyez le lien de cet épisode à vos amis et vous verrez, ils vous remercieront.
Et d'ailleurs, si vous voulez être sûr de ne rater aucun épisode, avouez que ce serait dommage, abonnez-vous à La Petite Voix sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, YouTube ou autre. Profitez-en d'ailleurs pour m'y encourager avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Non seulement ça fait plaisir, mais ça aide vraiment à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs. Je partage aussi les coulisses du podcast sur Instagram et Facebook. Et mieux encore, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. C'est là que j'ose vous raconter tout ce que je ne dis pas ailleurs. Ça fait beaucoup d'infos, je sais, c'est pour cela que j'ai mis tous les liens dans les notes de cet épisode. Allez, je vous donne rendez-vous mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien et soyez heureux. Your horizon. Well, your mind is a space that creates the horizon.